Aujourd'hui, le monde des airdrops a quand même largement changé, et je pense que c'est de plus en plus important de choisir. Car oui, personne n'a ni budget ni temps illimité, et donc on va se retrouver à faire des choix et à sélectionner les airdrops que l'on souhaite chasser. C'est quelque chose de plutôt compliqué, et à travers cette vidéo, je vais essayer de te montrer comment tu peux faire des choix éclairés. Encore une fois, on est ici sur un sujet très complexe, et vraiment c'est quelque chose qui va varier d'une personne à une autre, que ce soit en fonction de tes connaissances, de tes convictions ou même de tes skills, ne va tout simplement pas t'intéresser aux airdrops de la même façon. Alors voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Dans un premier temps, c'est de comprendre que tous les airdrops ne se valent pas et surtout qu'ils sont dans différentes catégories. Jusqu'à présent, je t'ai notamment parlé de tout ce qui était airdrop qui était gratuit, c'est-à-dire les testnets, et les airdrops qui étaient sur mainnet. C'était donc la distinction principale que j'ai utilisée jusqu'à présent. On pourrait aller plus loin et venir distinguer également les projets des blockchains, car ceux des blockchains vont généralement récompenser l'utilisation générale d'une blockchain, alors qu'au niveau des projets, on est sur des utilisations qui sont vraiment plus spécifiques. Prenons Parcel par exemple, il n'y a pas 50 façons de générer des points et d'être potentiellement éligible. Maintenant, si on commence à zoomer un petit peu plus sur la liste des projets qui peuvent potentiellement faire un airdrop qui est de plus en plus longue, et je te mettrai le lien de ce dashboard directement en description, et bien ce qu'on va observer, c'est qu'on va avoir différents types qui vont se distinguer. Ici, le bonhomme qui a fait le dashboard, du coup Cruise Control, il a fait un très bon taf et il s'est déjà amusé à les caractériser, et pour ça, on va donc avoir ici la partie qui s'appelle Type. Par exemple, si on va parler d'une layer 1, d'une layer 2, d'un projet avec des perps, etc. C'est donc super pratique pour venir choisir en priorité les airdrops qui vont t'intéresser. Maintenant, pourquoi je parle de ça plutôt que de choisir en fonction de s'ils ont levé des fonds, etc. Eh bien parce qu'aujourd'hui, des airdrops, en fait, tu peux en trouver partout. On n'est absolument plus en 2023, là où les deux airdrops qui monopolisent l'attention, c'est ZK-Sync et Layer 0. Aujourd'hui, peu importe le domaine dans lequel tu as envie de participer, eh bien tu trouveras des airdrops qui iront dans ce sens. Autre chose, c'est que je pense que c'est également important de faire en sorte que ta chasse aux airdrops te corresponde. Et ça, c'est principalement dans l'objectif de ne pas te faire farmer inutilement. Je m'explique. Peut-être que tu as plutôt le profil d'un trader, et donc faire des bridges à droite à gauche, faire des transactions sur les layers 2, etc. c'est vraiment pas des trucs qui te bottent. Et bien aujourd'hui, en 2024, tu as de la chance parce que ce type d'airdrop qui va venir rewarder les perpetuals, ça existe. Et il y en a même vraiment beaucoup. Alors certes, ce sera très clairement pas la même expérience que si tu utilises un échange, ou bien une DApp de perf qui est déjà établie, et ça que ce soit au niveau de l'interface, des fonctionnalités ou même des frais qui sont chargés, mais par contre, tu vas pouvoir te positionner sur des airdrops en étant dans ton élément. Et ça, je pense que c'est très important. Pour ça, on va donc admettre que ce que je viens de dire, c'est vrai, et donc que tu es quelqu'un qui t'intéresse aux perps. Et pour ça, je vais tout simplement aller ici dans filtrer. Voilà, j'ai ça qui s'affiche. Je vais venir ajouter un filtre. Mon filtre va du coup concerner le type d'airdrop. Et ici, grâce au super travail de Cruise, eh bien, on a déjà une liste de types de projets. On a dit tout à l'heure qu'on voulait s'intéresser aux perpetuals. Je vais donc cocher. Et voilà, on a une liste de 11 projets qui n'ont pas encore de token et qui vont potentiellement faire un airdrop avec des perpetuals. Alors, on est d'accord que la liste n'est pas complète. Là, par exemple, tout de suite, je te dirais qu'il manque Merkle. Mais c'est déjà une très bonne base pour commencer. Ça te donne déjà une idée de ce qui est intéressant ou pas. Ensuite, ici, Cruise s'est amusé à venir les trier par an. Je t'avoue que je ne connais pas exactement la méthode qu'il a utilisée à ce niveau-là et que je suis pas forcément très d'accord avec ce qu'il a mis, mais ça peut très clairement te donner une bonne idée pour savoir où est-ce qu'on en est. Une fois que tu as la liste des projets qui t'intéressent, eh bien il faut tout simplement les ouvrir et regarder là où ça en est. Ici, si on cherche, on tombe bien effectivement sur le compte Twitter qui va bien. Je peux vérifier juste ici que c'est le bon compte Twitter parce qu'il y a plusieurs personnes qui le suivent et que je suis également. Et il nous demande ensuite de créer un compte. Chose assez intéressante, en reward, on a le GRVT Airdrop et également une ZK-Sync Mystery Box là où on a le petit logo qui va bien. À savoir que GRVT, c'est un projet dans lequel Matters Lab, du coup l'entreprise derrière ZK-Sync, a déjà investi. Pour le coup, c'est un projet que je ne connais pas très bien, sachant que je ne fais pas beaucoup de trading, mais si c'est un domaine qui t'intéresse, eh bien tu peux peut-être te lancer sur ce sujet. Et tu peux faire comme ça pour chaque entrée qui est disponible sur cette liste en ajoutant des recherches un petit peu plus approfondies. Ici pour GRVT, je me suis vraiment arrêté à la surface. En réalité, ce qui pourrait être intéressant comme métrique, c'est également de connaître le nombre d'utilisateurs, et sachant qu'on est sur les perps, également les sommes totales qui ont déjà été tradées. Avec ça, tu peux encore aller plus loin et t'amuser à venir comparer les projets entre eux. A noter également que pour le petit bonus, si tu es sur GRVT, tu vas donc être sur ZK-Sync, et donc c'est peut-être un truc supplémentaire à prendre en compte. Également, et même si ça c'est pas mentionné ici, il y a certains airdrops qui vont venir englober toute une catégorie. Je pense ici notamment à Orderly pour tout ce qui est trade. Orderly qui d'ailleurs on va venir le retrouver juste ici, et qui est un projet assez intéressant car il permet de fournir un order book directement sur une blockchain dédiée. Typiquement, les projets qui veulent créer des perps peuvent utiliser Orderly pour le faire. Et point bonus sympathique, si tu déposes sur un projet qui utilise Orderly, tu vas passer une transaction qui utilise Layer 0. Ce qui du coup te permet de faire plusieurs paires en nul, parce qu'ici on va par exemple pouvoir farmer LogX pour farmer Orderly, ce qui va donc nous cocher la case Layer 0, Orderly et également LogX. LogX qui est du coup un projet qu'on va venir retrouver juste ici. Et donc quand je parle de réfléchir un petit peu plus à tes coûts en amont, et bien c'est typiquement à ça que je pense. Car comme tu peux le voir juste ici, très souvent tu peux faire plusieurs pierres d'un coup. Maintenant disons
disons que je ne suis pas trop fan des perps, ce qui est entièrement le cas, je vais retourner ici dans type et je vais venir décocher perpetuals et je vais par exemple venir cocher les layer 2. Et voilà, ici on a une liste d'un grand nombre de layer 2 qui ont été déployés. On va donc retrouver du Zk-Sync, du Linea, du Mantle, du Métis, du Scroll, du Taiko, du Base ou encore du Zora, et également quelques noms qui sont moins connus comme par exemple Eclipse, Rollup ou encore Mode. Et ici encore une fois aussi c'est important de faire tes recherches, parce que tu vas avoir des noms par exemple Zk-Sync, Linea, etc. Mais la question importante à se poser c'est de savoir où est-ce qu'ils en sont ces projets. Est-ce que c'est le genre de blockchain qui va mettre en place un modèle de campagne, ce qui est le cas par exemple pour Linea, ou est-ce que c'est un projet qui est plus libre et qui ne va pas vraiment mettre ça en avant? Ce qu'on a donc vu déjà sur un Arbitrum, un Optimism ou encore un Starknet. Pour la majorité de ces blockchains, si tu ne sais pas si ça vaut le coup ou pas de les chasser, et que tu veux être aligné avec les activités qui t'intéressent, eh bien c'est de savoir si ça te plaît de découvrir des nouveaux écosystèmes. Certains sont plus pertinents que d'autres, il n'y a absolument pas débat, mais le fondement des layer 2 c'est d'être des blockchains et donc de proposer leurs propres applications. D'autant plus que te positionner sur les layer 2, ça t'ouvre également pas mal de possibilités avec toutes les applications qui sont dessus et les jetons qui sont ou ne sont pas encore disponibles. Que ce soit du coup avec du liquidity mining, du lending borrowing ou encore même des airdrops de projets sur la blockchain qui n'a pas encore de jetons. Et ça c'est quelque chose qui est particulièrement vrai pour un certain base. Encore une fois, disons que c'est pas du tout un domaine qui t'intéresse et que toi tu es plutôt dans ce qui est NFT. Alors là c'est sûr que tu as moins le choix. Dans cette liste là tu vas te retrouver avec un Tensor et un OpenSea. OpenSea qui du coup n'a toujours pas de jetons malgré le fait qu'il existe depuis quasiment 4 ans. Et Tensor qui lui est sur Solana et représente l'une des deux plus grosses marketplace NFT. À ça on pourrait également rajouter un certain Magic Eden avec son modèle de diamant. Encore une fois ici ça dépend de ton activité et si c'est le genre de truc que tu apprécies et pour lequel tu es bon, eh bien je pense que c'est largement plus pertinent de te positionner sur des projets qui te parlent plutôt que des projets qui sont 100% random. Et ce scénario là on peut le reprendre avec les différents éléments qui sont disponibles dans cette liste. Tu peux également t'amuser par filtrer les projets en fonction du stage, c'est-à-dire s'ils sont en testnet ou en mainnet, et également s'ils sont confirmés, ne possèdent pas de jetons ou alors ont un modèle à points. Après pour le reste je pense que c'est à toi de creuser. Et pendant qu'on parle d'outils pour suivre les airdrops, j'ai également envie de mentionner 2-3 outils francophones. Je pense notamment au track d'AZK qu'il est sorti tout juste hier, qui du coup est un Google Sheets qui va venir répartir les projets en fonction de différentes catégories. Donc typiquement les wallets, les blockchains, les bridges, les NFT, etc. Ici aussi pour l'utiliser tu vas par exemple sélectionner une catégorie, ici disons les bridges, et voilà tu vas te retrouver avec énormément d'informations sur les différents bridges. C'est plutôt sympathique au niveau du fonctionnement et surtout il s'est amusé à rajouter des détails pour chaque point, donc je trouve ça super cool. Et dans le même genre que celui de Cruise Control, on va avoir le guide des airdrops de raid, qui du coup reprend un petit peu le concept et va mettre en avant d'autres projets. Il y a également un petit peu plus de détails, notamment au niveau d'un budget minimum et également d'un récompense qui est mis en avant avec différentes étoiles. Donc plus il y a d'étoiles, plus la récompense potentielle est importante. Et petit bonus, si tu cliques dessus sur les différents airdrops, tu vas avoir des informations qui vont bien. Voilà, donc c'est des outils qui sont très sympathiques, faits par la communauté francophone, donc je te mets directement ça en description si tu veux aller les checker. Maintenant que tu as choisi le type d'airdrop qui t'intéresse, ce serait peut-être intéressant de voir si on peut zoomer dessus et avoir une meilleure idée de ce qui est intéressant dans ces listes. Ici de mon côté, je pense que c'est relativement intéressant d'être positionné dans le top 20 à top 30% sur les différents projets qui nous intéressent. Alors tu vas peut-être me dire, mais comment je peux savoir ça? La réponse courte, c'est que pour la majorité des gros projets, tu vas pouvoir retrouver des sites qui te permettent de traquer ton activité. Ici un exemple avec Zk-Sync sur mon wallet public. On peut donc voir que mon wallet est dans le top 33%, ce qui est clairement pas si exceptionnel que ça, et tu peux ensuite comparer ça au niveau des stats via notamment le volume, les transactions, les contrats ou encore les mois uniques. Ce genre d'outils là, tu vas pouvoir les retrouver pour les plus gros airdrops, je pense ici par exemple également à Layer 0. Attention, ce sont des outils faits par la communauté pour la communauté, et donc ce sont pas des outils qui sont à 100% fiables. Maintenant la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut trouver ces données sur des projets qui sont plus petits, ou alors tout simplement les avoir si on n'a pas accès à ces informations parce qu'on n'a pas encore participé. Pour ça on peut utiliser un site qui s'appelle Dune Analytics et qui met en avant différentes statistiques. On va donc ici par exemple chercher Zk-Sync, et on tombe ici sur une page qui est super intéressante. On peut donc voir ici le nombre d'utilisateurs qui ont fait plus d'une certaine quantité de volume. Je sais pas, disons que je cherche le 50%, je vais donc venir me positionner à peu près ici, et on a donc l'information que seulement 50% des utilisateurs ont fait plus de 400 $ de volume sur la blockchain. Peut-être que tu veux être dans le top 10% et du coup le top 10% il est ici, il faut avoir fait plus de 24 000 $ de volume. Et juste en dessous on a également le même dashboard qui fait référence au nombre de transactions. Par exemple ici disons quelqu'un qui a fait plus de 100 transactions, ça correspond au top 15,34%. Et on a également les mêmes données au niveau des contrats, des jours, des semaines et des mois uniques, et également des balances qui sont détenus par les utilisateurs. Et par exemple ici on peut voir que si on se place à 0,005 Ethereum, c'est-à-dire le critère qui a été utilisé par Starknet, eh bien il y a seulement 50% des wallets qui ont plus de cette somme là sur leur wallet à l'instant T. C'est d'ailleurs une stat super intéressante parce que s'il est utilisé de la même façon que Starknet, eh bien ça permet
permet d'un seul coup très facilement d'exclure plus de 3 millions de wallets. Et si on passe à 0,01, ça correspond au top 35%. Ce genre d'outil, c'est donc super pratique pour voir ce que font les utilisateurs et comment ils sont positionnés. Alors ici, on a beaucoup de chance parce que ce dashboard-là, il est vraiment très détaillé. Et pour certains airdrops qui sont plus petits, c'est bien plus compliqué de trouver des analytics. Et pour ça, il faut du coup se référer directement au site. Par exemple, pour un certain hyperliquide, on peut avoir le nombre d'utilisateurs ainsi que le volume journalier directement sur la page principale. Alors on est évidemment d'accord que c'est pas les stats les plus utiles. Par contre, quand tu vas sur le projet et que tu sélectionnes plus, juste ici on a un onglet qui s'appelle Stats. Et là on se retrouve face à des statistiques qui sont déjà bien plus intéressantes. Alors la stat des utilisateurs c'est pas exactement la même, je sais pas trop pourquoi. Mais sinon on a une très bonne idée du volume qui a déjà été généré sur la plateforme qui est aux alentours de 80 milliards. Et donc là grâce à ça, et si tu sais comment fonctionne le modèle à points, du coup avec une quantité fixe de points qui est distribuée semaine par semaine, eh bien on a l'information qu'aujourd'hui le volume il est largement supérieur au volume qu'il y avait il y a quelques mois encore. Et donc pour choper des points c'est bien plus compliqué. C'est encore une fois un exemple tout bête. Et si tu veux avoir une meilleure idée de ce que ça peut donner, tu peux jouer cet airdrop là pendant une semaine, regarder combien de points tu as marqué, puis aller sur un site qui s'appelle Waze Market et regarder le marché des points. Ici pour Hyperliquid, le prix moyen point à point est entre 3$ et 3,70$. Tu peux donc très facilement avoir une idée de si c'est intéressant pour toi de venir farmer cet airdrop, tout simplement en venant délocaliser une partie de ton volume de trading, ou si au niveau des frais, etc., et ben c'est vraiment pas intéressant. À noter que sur le marché des points, c'est en général bien moins cher que ce que vaut réellement un point s'il y a un airdrop. Ça c'est déjà une façon un petit peu plus avancée pour les airdrops à points, de savoir si effectivement ça pourrait être intéressant ou pas. Même si évidemment c'est sujet à spéculation et donc les points peuvent monter, descendre, etc. Un autre outil d'analytics qu'on va pouvoir utiliser de temps en temps, ça va être les explorers. Je pense ici par exemple au LXP sur Linear. On peut voir la quantité de LXP qui a déjà été distribuée juste ici, et également le nombre d'adresses qui en possèdent, ce qui fait donc 500 000 holders. Et quand on vient comparer aux airdrops précédents, par exemple à Arbitrum, et bien sur Arbitrum il y avait environ 650 000 wallets éligibles, alors qu'ici on parle de 500 000 wallets qui ont du LXP. Encore une fois, c'est une histoire de comparaison. Alors maintenant, je ne pense pas que Linea va lancer avec une valorisation aussi élevée qu'Arbitrum, mais tu as les chiffres ici si ça t'intéresse. Pour aller plus loin, on peut même aller explorer ces données directement sur les quêtes. Pour ça, on a juste à sélectionner une quête, par exemple celle-ci. Et ici, on peut donc voir le nombre de participants. Et en fonction des différentes quêtes qu'on peut avoir, eh bien, il y aura plus ou moins de personnes qui vont participer. Et sur certaines quêtes, si tu veux aller plus loin, tu peux même aller directement sur Galaxy. Et là, c'est pareil, en fonction des quêtes, tu vas pouvoir voir le nombre de participants. Ça peut donc te donner une idée du nombre de personnes qui sont vraiment à fond sur un airdrop. Alors que pour d'autres protocoles, ici par exemple pour Prime, eh bien on a directement une idée du nombre de participants sur le site, là on peut voir qu'il y a 14 647 wallets dans le leaderboard. Alors ça veut pas dire qu'il y a autant de personnes qui sont vraiment actives sur le projet, mais ça peut te donner un ordre d'idée. Et justement c'est ça ce qui nous intéresse quand on essaye de choisir les airdrops. On vise ceux qui ont un potentiel de valorisation le plus élevé possible par rapport au nombre d'utilisateurs potentiellement éligibles. Alors oui, ça fait beaucoup de potentiel dans une phrase, mais il ne faut pas oublier que les airdrops c'est rien de sûr. Et pendant qu'on parle de levée de fonds, j'en profite également pour mettre en avant Crypto Fundraising. Et du coup, tu l'auras compris, hein, évidemment, c'est dans le nom, est un site qui permet d'avoir une très bonne idée des projets qui ont levé des fonds. Alors là, sur la page d'accueil, on a les dernières levées. On reconnaît ici, par exemple, un certain Scalop que j'avais mentionné dans une vidéo assez récemment. L'intérêt, c'est donc de pouvoir chercher différents projets et d'avoir une idée des levées de fonds qui ont été réalisées. Par exemple, ici, disons Tensor. Et voilà, je tombe directement sur la page qui va bien. Ils ont levé 3 millions en 2023. On a d'ailleurs également les informations sur les investisseurs qui vont bien. On peut également s'amuser à filtrer autrement avec directement le nom des investisseurs, ici par exemple avec A16Z, qui du coup est pas mal connu, notamment pour son dernier move avec Eigenlayer, là où ils ont investi 100 millions dedans. Et grâce à ça, tu peux donc avoir une idée des projets dans lesquels ils ont déjà investi. Ce sont donc des projets qui pourraient potentiellement faire un airdrop dans le futur. Et oui, tous ne sont pas aussi connus qu'Eigenlayer, ça par contre, ça c'est sûr. Ensuite, je sais bien que le game a complètement changé ces derniers mois. Entre les modèles à points qui sont complètement en train de changer la donne, le Gwei et le prix de l'Ether qui est largement plus élevé que d'habitude, et également le retour des performances au niveau de différents jetons, et bien farmer les airdrops aujourd'hui, c'est sûr que c'est un petit peu moins attirant qu'il y a quelques mois pendant le bear, là où on avait vraiment rien d'autre à faire. De mon côté, je m'attends à ce que la tendance se tasse un petit peu et à ce qu'elle soit un petit peu moins présente sur les réseaux sociaux, et ce jusqu'à ce qu'on ait de nouveau un gros airdrop vraiment marquant. Et j'ai tout simplement l'impression qu'on en a tous un petit peu marre et qu'on a fait quasiment tout ce qu'on avait à faire jusqu'à présent. Et que pour les plus gros airdrops aujourd'hui, c'est plus une question de régularité jusqu'au bout, c'est-à-dire de finir le marathon, alors que pour les nouveaux airdrops, notamment avec les nombreux modèles à points, etc. qui lancent, eh bien je trouve que c'est de moins en moins attirant. Je pense donc qu'on atteint un certain niveau de saturation, notamment pour ceux qui, comme nous, sont là depuis vraiment un paquet de temps. Au niveau des frais de transaction sur les Layer 2, je m'en fais pas trop parce qu'on aura très bientôt le IP 4844, qui du coup est une mise à jour qui va grandement réduire les frais de transaction sur les Layer 2. Si tu veux un petit exemple, Optimism a mis en place un outil qui permet de calculer les
les futurs frais de transaction. Donc on va prendre ici l'exemple d'un swap qui a été réalisé il y a quelques secondes, et juste à prendre ici son hash, et celui-ci en frais de transaction il a coûté 0,42 centimes, alors que si on le fait passer après le IP 4844, il devrait passer à moins d'un centime. C'est assez fou et j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu trop optimiste, sans mauvais jeu de mots évidemment, mais c'est vrai que ça pourrait changer complètement notre utilisation des Layer 2, qui du coup deviendrait vraiment utilisable en masse. En tout cas, la majorité des grosses Layer 2 a déjà communiqué dessus et a déjà annoncé que ce sera pris en charge. Alors je sais pas exactement à partir de quand ce sera le cas pour Optimism, Arbitrum, etc. Mais en tout cas, la mise à jour, normalement, elle devrait avoir lieu le 13 mars. Le 13 mars, c'est très bientôt, c'est dans moins de 10 jours au moment là où je fais la vidéo. Et de mon côté, je pense que la date de cette mise à jour là sera également utilisée comme un critère pour différents airdrops, ce qui me paraît plutôt normal car les frais de transaction de toutes les transactions vont être divisés. On pourrait donc potentiellement voir un multiplicateur ou même une snapshot à cette date. Et je pense ça tout simplement car on a déjà un historique là-dessus, c'était la dernière mise à jour, la mise à jour Nitro sur Arbitrum. Celle-là a eu lieu en août 2022, donc largement avant l'airdrop, et tous les points que tu avais marqués sur l'airdrop d'Arbitrum avant cette date-là ont été comptés en double. Ça ne m'étonnerait donc pas qu'il y ait un mécanisme similaire sur les airdrops de Layer 2 qui sont encore en cours. Et juste avant de terminer la vidéo, qu'est-ce que tu dirais si je pouvais te simplifier et te faire gagner beaucoup de temps dans ta chasse aux airdrops? C'est un petit peu mon pari avec ma newsletter gratuite qui s'appelle le Grimoire du Mage, et ça correspond tout simplement à un mail par semaine qui fait le récap de l'actualité airdrop. Que ce soit l'actualité, les nouveaux claims ou encore pourquoi pas des choses que tu n'as pas encore vu venir et aussi quelques tips. C'est ça typiquement le contenu que je délivre une fois par semaine. Si tu veux recevoir la prochaine édition que j'envoie tous les samedis à 18 h, tu peux directement t'inscrire dans le premier lien en description comme quasiment 5000 personnes avant toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Merci à toi de ton attention et sur ce on se retrouve bientôt pour une prochaine édition. Ciao.